À travers l'histoire d'un peuple, on peut comprendre l'ossature du comportement des personnes appartenant à ce peuple. À travers l'histoire d'un peuple, il y a extrêmement de choses qui peuvent être déduites de l'éducation qui va être donnée à ce peuple, de l'orientation qui va être donnée à ce peuple et de la hauteur que ce peuple peut atteindre dans son développement, dans ses exploits et dans les capacités qu'auront ce peuple à affronter la réalité du jour qu'ils vivent ou bien des années qui vivent et des années qui arrivent. Donc occulter l'histoire d'une nation, c'est occulter le devenir de cette nation. D'ailleurs, beaucoup de personnes se souviennent de Joseph Kizerbo qui a dit « Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Mais au-delà de ça, de cette belle phrase, il y a des raisons particulières pour lesquelles une bonne partie de l'histoire de l'Afrique a été cachée aux Africains. Nous allons découvrir dans cette vidéo trois points intéressants, trois choses intéressantes qui peuvent donner la raison pour laquelle l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée aux Africains. Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. Si vous êtes nouveau, vous êtes le bienvenu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et partagez cette vidéo à d'autres personnes à qui ça pourrait servir. Et bien sûr, n'oubliez pas de faire le petit j'aime. Si vous êtes un habitué, vous savez comment ça se passe. Vous faites le j'aime. Un petit rappel, ici, nous parlons d'éducation à la responsabilité individuelle pour atteindre la liberté parce que c'est grâce à l'éducation qu'on peut prendre la responsabilité de notre vie et nous libérer de quelque carcan que ce soit. Une des façons de nous libérer, c'est de connaître exactement quelle est notre histoire, de pouvoir apprendre de cette histoire pour corriger notre devenir et c'est pouvoir éduquer à nos enfants, enseigner à nos enfants ce que nous étions et comment nous pouvons améliorer notre mode de vie, notre façon de vivre, notre avenir et l'avenir des générations qui arrivent plus loin. Aujourd'hui, nous allons aborder un pan de notre histoire avec un livre magnifique, un livre donc que nous allons voir deux fois. Aujourd'hui, ce sera la première fois. Bien sûr, ce sera étroitement lié au titre de cette vidéo. Oui, notre histoire a été contrefaite. Il faut bien que nous puissions apporter une correction à cette histoire. C'est avec le livre Histoire de Jean-Paul Pogalla, l'édition de 2020, qu'il a conçu pour la classe de 3e. Qu'est-ce qu'on peut glaner comme élément important dans cette histoire? Pourquoi est-ce que je viens avec un livre comme celui-ci? Commençons déjà par qui est Jean-Paul Pogalla. Jean-Paul Pogalla, c'est un Camerounais. Il est né en 1962. Donc aujourd'hui, en janvier 2024, lorsque je tourne cette vidéo, il a presque 62 ans. Jean-Paul Pogalla a fait ses études. Il est allé à l'école en Gonsamba, à Douala et en Italie. Aujourd'hui, il est beaucoup connu pour la Pogalla Academy. Il est beaucoup connu pour son institut des études géostratégiques, d'ailleurs, qui est, vous pouvez le voir ici, en dessous de ce livre, Institut d'études géostratégiques. Il est aussi connu par le Rivindaf qu'il a créé, réinventer les industriels africains. Je l'ai rencontré à travers le réseau social qu'est Facebook, mais j'ai ensuite appris à le connaître à travers les livres qu'il a écrits. Par exemple, il a écrit Géostratégie africaine, le tome 1. Le tome 2 aussi, il a écrit le Géostratégie africaine, tome 2, et bien sûr, ce livre d'histoire. Et tous les innombrables articles qu'il publie dans pogalla.net. Vous pouvez aller dans ces sites pour avoir de l'information sur presque tous les sujets, l'agriculture, l'économie, la politique, la géopolitique, la géostratégie, etc. etc. C'est quelqu'un qui a des connaissances extrêmement avancées, des connaissances extrêmement poussées sur chaque sujet qu'il aborde. Voilà en ce qui concerne Jean-Paul Pogalla. Et en ce qui concerne le résumé de ce livre, passons au résumé de ce livre, un livre intéressant, un livre que je recommande pour que les élèves de 3e et même plus tôt puissent utiliser ce livre d'histoire. Il est joliment illustré d'ailleurs, très bien fait, de façon très professionnelle. J'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs si je n'avais pas apprécié, je ne serais pas allé à la séance de dédicace que vous voyez quelque part qui s'affiche ici.
à la séance de dédicace qu'il donnait pour ce livre. Ce livre, vous pouvez l'avoir dans les librairies, dans une librairie particulièrement au Cameroun. Je ne sais pas si c'est dans toutes les librairies, mais je sais qu'à l'IPACAM, vous pouvez trouver ce livre. Alors, ce livre a 148 pages et vous allez lire, vous avez 147 pages précisément à lire. Extrêmement intéressant. Il comporte 5 parties, il a 17 leçons. Et il est écrit bien sûr dans une perspective historique, c'est un livre d'histoire. Dans la première partie, il parle de l'impérialisme et ici il donne les origines, les buts et la résistance qu'a rencontré l'impérialisme, surtout dans les nations africaines. Ensuite, il parle de la guerre mondiale. Alors une guerre mondiale, les guerres mondiales plutôt, qui ont restructuré la nature de la vie dans le monde entier et les impacts que cela a eu en Afrique particulièrement. Donc il parle de l'origine, du but et de la résolution de la guerre mondiale. Il parle aussi de la décolonisation. Alors la décolonisation étant entendu que beaucoup de pays africains étaient colonisés et le Cameroun avait un statut particulier, non pas une colonie, mais le Cameroun avait un statut en principe, un statut particulier. Mais ici, il entre dans les facteurs de décolonisation, les étapes par lesquelles beaucoup de pays sont passés pour être décolonisés et les acteurs qui ont joué un rôle intéressant dans la décolonisation des pays, non seulement dans le monde entier, mais particulièrement en Afrique. La 4e partie de ce livre parle de la création du Cameroun. Il explique la création, la mise sous mandat, la mise sous tutelle. Il parle de Oumniobé, il parle de l'unification du Cameroun dans la partie de la création du Cameroun. Ce sera une partie intéressante sur laquelle il faut vraiment s'attarder parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de ce magnifique pays qu'est le Cameroun. Et enfin, il parle du Cameroun indépendant, des réalités, des rivalités, des petites choses qui se passent dans le Cameroun indépendant. Voilà ce qu'on peut dire de ce magnifique livre que vous devez absolument avoir, que vous devez absolument dévorer et que vous devez absolument donner à vos fils parce qu'il faut reconstruire l'histoire qui a été faite autour des nations africaines et autour du Cameroun en particulier. Alors, quels sont les morceaux choisis que j'ai choisis dans ce livre? Pour cette première partie, j'ai choisi 3 morceaux choisis. Et j'ai choisi ici de parler essentiellement des résistances de l'Afrique, des résistances à la colonisation, des résistances à l'impérialisme, des résistances à l'occupation et à la destruction. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de Samori Touré, mais on connaît moins l'histoire des personnes comme Abdelkader de l'Algérie, on connaît moins l'histoire des personnes comme Lat Diop, on connaît moins l'histoire des personnes comme Amadou, le fils de Hadj Omar, la reine de Madagascar, le roi Béhanzin. Beaucoup de personnes, on connaît de moins en moins cette histoire. Donc, achetez ce livre. Allez acheter ce livre. Apprenez un pan de l'histoire de l'Afrique, de la résistance à l'impérialisme. Alors moi, je vais m'attarder spécialement sur l'histoire de Samori Touré et pour aborder un pan spécifique de cette histoire. Il nous a toujours été raconté que l'Afrique était pauvre, l'Afrique était miséreuse, l'Afrique, il n'y avait rien en Afrique, il n'y avait que des arbres, il n'y avait que de la forêt, il n'y avait rien en Afrique. À travers l'histoire de Samori Touré, qui est une personne qui a résisté fortement à l'impérialisme, on peut tirer d'autres conclusions. On peut utiliser la pensée complexe et la pensée globale pour pouvoir tirer des conclusions. Mais avant, écoutons très très bien à la page 21 de quoi est-ce qu'il s'agit. En 1880, Samori Touré combat l'armée française et il le fait pendant 16 ans avant de se faire capturer en 1898. En 1882, Samori Touré aborde les troupes françaises de front, mais l'ennemi est mieux équipé que lui. Il a trop de pertes humaines. Il réagit, corrige son erreur de stratège militaire en changeant de tactique et transforme le front en petite colonne mobile qui bouge avec agilité à travers la savane pour surprendre les troupes françaises. Assaillis de partout, les soldats français sont défaits. Forte d'une armée de 35 000 hommes,
appelés les Sofa et de 3000 cavaliers, Samori Touré possède près de 6000 fusils modernes achetés auprès des Anglais grâce à l'argent de l'or produit dans son empire. 3 ans plus tard, après une bataille rude, la France reconnaît la défaite et est contrainte de signer un premier traité avec Samori Touré le 28 mars 1886. Une très belle histoire ici. Samori Touré a défait la France dans un affrontement frontal, dans un affrontement militaire, dans un affrontement d'armes à armes. C'est pas de ce côté-là que je voudrais qu'on réfléchisse, qu'on utilise la pensée globale, qu'on utilise la pensée complexe. Il nous a toujours été dit que l'Afrique, il n'y avait personne, l'Afrique était vide. Samori Touré avait une armée de 35 000 personnes, plus 3 000 cavaliers. Quand vous prenez une quelconque nation dans le monde aujourd'hui, l'armée constitue les 0,1% de la population. Ça veut dire que Samori Touré, son empire, comptait au minimum 35 millions d'âmes, 35 millions de personnes. Seulement avec cette réflexion, est-il vrai, a-t-il été toujours vrai que l'Afrique était vide, qu'il n'y avait rien en Afrique, qu'il n'y avait personne en Afrique? Et lorsque vous regardez les magnifiques images qui sont produites ici par Jean-Paul Poulala, vous remarquerez une chose de particulier. Mais les Africains mettaient des habits, ils étaient habillés, ils ne s'habillaient pas en cache-sexe. Lorsque vous n'êtes pas l'auteur de votre propre histoire, elle est fortement compromise. Le lion et l'antilope ne raconteront jamais la même histoire du même événement. Donc il est clair que l'histoire telle qu'elle nous est racontée, telle qu'elle nous a été racontée à l'école, n'est qu'un mensonge, et un mensonge profond, un mensonge cruel, un mensonge pour nuire à la population africaine. Aucun livre d'histoire ne vous a raconté que la France a été défaite par 2 fois et qu'elle a dû attendre 16 ans pour pouvoir l'emporter sur Samori Touré. Première des leçons que nous pouvons tirer ici, c'est que l'histoire de la résistance africaine racontée par le bourreau ne sera jamais la vérité. Le deuxième résistant que je voudrais qu'on découvre, vous le connaissez aussi, il s'agit de Ménélik II. Ménélik II de l'Éthiopie. D'ailleurs, beaucoup de personnes savent que l'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Mais comment est-ce que dans quelles circonstances est-ce que cela s'est passé? D'ailleurs, c'est à cause de l'Éthiopie, je crois que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles les gars se sont retrouvés à Berlin pour partager l'Afrique. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé en Éthiopie et que Samori Touré leur a fait subir et que les autres résistances en Afrique ont fait subir à l'impérialiste, ils étaient obligés de se rencontrer à Berlin pour pouvoir signer des traités entre eux. Mais écoutez ce qui va se passer. À la page 25, voici, parlons de Ménélik II. Après avoir fondé une nouvelle capitale, Addis Abeba, Ménélik II va essayer de tirer parti des rivalités européennes pour préserver son pays. En 1889, il signe le traité d'Ucciali avec l'Italie, accordant à cette dernière une partie du Tigre et le nord du pays, donc de l'Érythrée, en échange de 30 000 fusils, des canons et des munitions. Le 1er mars 1898, les Israéliens décident de passer à l'action à Adoua. S'engage alors la bataille d'Adoua, considérée comme l'un des événements les plus importants de l'Afrique moderne. L'armée italienne compte 18 000 personnes contre 40 à 50 000 Éthiopiens bien armés. L'armée du Négus inflige une lourde défaite aux troupes italiennes. Ménélik II est un stratège. Il profite de la mésentente qu'il y a entre les Européens et les impérialistes pour leur damer le pion. Il réussit à acheter 30 000 fusils contre les 6 000 que Samori Touré avait et il a 50 000 soldats. 50 000. C'est-à-dire que si l'Afrique était aussi vite que ça, Ménélik
n'aurait pas les plus de 50 millions d'âmes que pouvait compter son empire. Et là, nous parlons seulement de l'Éthiopie. Et tout à l'heure, nous parlons de la Guinée. L'Éthiopie d'un côté, la Guinée de l'autre. Nous voilà environ 100 millions de personnes en Afrique. Nous n'avons pas encore parlé de l'Algérie, nous n'avons pas encore parlé du Soudan, nous n'avons pas encore parlé de tous ces pays. Mais nous nous retrouvons seulement avec ce calcul, avec environ 100 millions de personnes. L'Afrique n'était donc pas si vite que ça. Et lorsque vous regardez le palais de Ménélique, ils étaient habillés en tenue d'apparat, en tenue d'Africains. Et la guerre a été rude. Les Italiens ont véritablement mordu de la poussière face à Ménélique II. L'histoire de la résistance est donc importante. Et ces victoires ne nous sont pas enseignées à l'école. Ces victoires ne sont pas enseignées à nos enfants africains, nos enfants camerounais, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils y puisent une source d'inspiration, de la rage, pour qu'ils puisent de la force, pour qu'ils puisent de l'inspiration pour leur avenir. Et cela est fait dans un but précis, c'est celui d'anéantir toute espèce de révolte, toute espèce de réveil de l'Afrique et de ses populations. Mais ce n'est pas tout. Parlons cette fois-ci de la résistance camerounaise. Le Cameroun a particulièrement fourni des efforts dans la résistance contre l'impérialiste. Il y a des personnages impressionnants comme Lord Priso, on n'enseigne pas à l'école. Des personnages comme Pass Hall, le chef Malimba, on n'enseigne pas à l'école. Les personnages comme Kouvale Kounié, le chef de Boya, qui avait pris sur lui d'abattre un officier allemand chargé de la conquête du sud-ouest. On ne parle pas du chef Toko de Bonangam, on ne parle pas du chef Ngango de Congo-Songo, on ne nous parle pas d'Omba Betty, qui a été un résistant farouche. On ne nous enseigne pas que Boubanjida, le Labuto du Ré Bouba, a infligé une défaite à l'Allemagne. Et il y a ainsi beaucoup de chefs dont on ne nous parle pas. On nous parle des personnes qui ont réussi à être défaites. On nous parle de personnes qui ne peuvent pas animer l'histoire camerounaise, qui ne peuvent pas animer l'histoire qu'on enseigne aux enfants pour qu'ils puissent réveiller cette rage du devenir de la race. Cette rage du devenir de la race africaine, de la race noire et du peuple camerounais en particulier. Et on ne nous raconte pas que le Cameroun a résisté pendant 27 ans à l'occupation impérialiste. 27 années de bataille. Voilà raconter 3 histoires de résistance en Afrique. Et ces 3 résistances sont complètement occultées dans les enseignements qu'on donne à nos enfants, dans les écoles où on les envoie. Que pouvons-nous dire en conclusion de cette première partie de cette vidéo de résumé de ce livre? On va tirer des leçons, d'ailleurs tirées directement du livre d'histoire de la 3e à la page 16. Il y a eu beaucoup de résistance en Afrique, mais elles ont toutes échoué. La plupart de ces résistances vont se terminer par l'échec, pour 3 raisons. Première raison, avant de coloniser l'Afrique, l'Europe l'a vidé pendant 4 siècles des personnes les plus fortes et a affaibli ceux qui étaient restés en les inondant d'alcool. Deuxième raison, la supériorité technologique de l'Europe par rapport à l'Afrique. L'Europe était déjà industrialisée, a commencé son industrialisation depuis le XVIIe siècle. Donc ils avaient une longueur d'avance sur l'industrialisation, ils avaient créé des manufactures dans lesquelles ils fabriquaient des armes. Mais la 3e raison que je trouve la plus pertinente aussi, le manque de solidarité dû en partie à un manque de communication entre les Africains pour unir leurs forces face à un ennemi commun. Chacun attendait les Européens à ses portes pour réagir, laissant le voisin tout seul face à l'intrusion européenne. Toutes ces raisons sont importantes. Et la 3e, particulièrement importante. Cette désunion, cette bataille en rangs séparés ne pouvait que causer la ruine de l'Afrique. Il est donc important, il est indispensable qu'on apprenne, grâce à cette histoire,
Parce que l'histoire doit nous servir d'améliorer les personnes que nous sommes aujourd'hui, de repérer les erreurs que nous avons commises et de les réparer. Et c'est le rôle de l'histoire, de pouvoir détecter les endroits où nous avons été défaillants pour les arranger. Et c'est la raison pour laquelle cette histoire n'est pas enseignée, parce que si l'histoire était enseignée, nous aurons détecté les erreurs et corrigé les erreurs. L'une des erreurs fondamentales sur laquelle nous devons le plus travailler, sinon les trois en même temps, c'est l'industrialisation. Bien sûr, avec la monnaie de singe que certains pays ont comme le franc CFA, il est très difficile de s'aventurer dans l'industrialisation. Néanmoins, la coalition des forces doit désormais faire partie de l'ossature de l'Afrique, doit désormais faire partie de ce qui doit être enseigné aux Africains, de se lever tous ensemble pour s'unir. Parce que la désunion que nous avons subie a détruit les résistances que nos anciens, nos parents, nos arrière-parents avaient levées à cause du manque de communication. Pour être donc différents, nous devons nous éduquer différemment et bien sûr prendre des décisions différentes et agir de façon différente à la façon dont nous avons toujours l'habitude d'agir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, à m'apporter des critiques constructives pour que je puisse améliorer la qualité de mes vidéos. Soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.